Начинать. Ну вот, голос Ой, да, понятно. подтвердил, что можем уже спокойно начинать. Добрый вечер. Добро пожаловать на, кажется, четвертый или третий сеанс нашего семинара за первый семестр текущего учебного года. И мы сегодня имеем честь и удовольствие поприветствовать нашу старую знакомую и дорогую коллегу Татьяну Смолерову. Я думаю, все знают Татьяну, она уже выступала у нас на семинаре. Тем не менее, я напомню вкратце, что Татьяна получила образование в Москве и в Париже. И она работала в Нью-Йорке в университете Колумбия, а теперь работает в качестве associate professor на кафедре славистики в университете в Торонто. Татьяна специалистка, видная специалистка по истории русской поэзии XVIII века, в том числе по творчеству Державина, которому она посвятила 2 книги и значительное количество статей. Татьяна интересуется историей не только поэзии, но еще и соотношениями между поэзией и архитектурой, между поэзией и визуальной культурой и между поэзией и наукой. Она уже выступала, как вы, наверное, помните, перед началом пандемии у нас на семинаре с замечательным докладом, посвященным визуальной культуре Ломоносова и то есть, географии от Ломоносова, а сегодня она будет выступать естественно, другую тему. Сегодняшний ее доклад называется так по-французски «J'ai vu, non, mes yeux ne m'ont point trompé, la mémoire en tableau, Камоэнс, Державин, Бродский». Пожалуйста, Татьяна. Спасибо большое, Рудольф. Ужасно, действительно приятно всех видеть или догадываться о тех, кто тоже присутствует. Вот, Zoom – это всегда, конечно, испытание, но попробуем с ним справиться. Спасибо большое. Для меня честь и радость, пусть в таком действительно виртуальном виде присутствовать. Спасибо большое. Я буду говорить по-французски. Donc, je ne vais pas répéter en français, c'est un grand honneur, mais je veux justement, j'allais commencer par mentionner que justement cette intervention précédente au séminaire, c'était le 5 mars 2020, oui, parce que c'était justement, je pense, c'était la dernière intervention vive pendant assez longtemps, c'était juste avant, une semaine avant le confinement. Et donc, ça sera toujours imprimé dans ma mémoire pour parler de mémoire en tableau. Et donc, effectivement, entre plusieurs sujets sur lesquels je travaille en ce moment, j'ai choisi celui-ci, surtout parce que ce sujet, justement, ou plutôt le développement de la recherche déjà faite, m'a été suggéré, en fait, pendant la discussion qui a suivi cette communication précédente par Riva. Евстифеева, professeur Riva, comme son adresse dit. On sait tous que Riva maintenant enseigne tant de choses en même temps qu'apparemment elle n'est pas là. Mais justement, j'espère pouvoir discuter avec elle parce que c'était justement en suivant ses conseils que donc je me suis lancée sur cette piste. Donc, je me permets un tout petit récapitulatif de cette intervention avant d'ouvrir ma présentation. J'ai parlé il y a 1 an et demi, j'aurais jamais osé le faire autrement, mais comme ça, c'est une continuation, donc je vais le faire. J'ai parlé de l'imaginaire géographique, justement, des hôtes de Lomonosov, de la deuxième moitié des années 1740, et notamment sur l'influence de l'Atlas de l'Empire russe, qui était publié par l'Académie des sciences de Russie en 1745. C'était un grand événement. Lomonosov lui-même a participé dans la préparation de l'Atlas, des cartes de l'Atlas. En fait, c'était une
Bon, les expéditions ont été envoyées partout en Russie depuis 1724, avant même la mort de Pierre le Grand. Bref, donc j'ai parlé notamment sur la fameuse ode de Lomonosov de 1747, contenant ce que j'ai appelé les ekphrasis géographiques, les ekphrasis géo, c'est-à-dire les descriptions des cartes spécifiques de cet atlas qui, donc, qu'on peut reconnaître, mais qui s'alternent avec des descriptions des cartes de leurs éléments, tels que cartouches et les paysages allégoriques, qui n'ont jamais existé. Et justement, ce glissement perpétuel entre le monde réel et imaginaire et entre les objets, les images réelles et les images, disons, qu'on ne peut que penser, en fait, laisse nous parler de l'ekphrasis, même si ce mot, et je pense que je l'avais dit la dernière fois aussi, on sait tous que qu'on abuse beaucoup de ce mot maintenant et on appelle l'ekphrasis n'importe quelle description, tandis que dans les définitions antiques, et comme Ruth Webb a très bien montré dans sa recherche, dans ses travaux, c'était justement surtout la description de l'objet qui manque, de l'objet qui n'existe pas. Voilà, donc on parlait des ekphrasis géo et des odes de Lomonosov au croisement de cette nouvelle réalité géographique, ou du moins la nouvelle vision de cette réalité, de la nouvelle représentation dans l'Atlas, et le langage plutôt fictionnel remontant à l'Antiquité classique et hellénistique, dont les auteurs notamment Philostrate, Longin et Quintilian, que Lomonosov était en train de relire pendant le remaniement de sa rhétorique. La première version de 1744, et donc il le remaniait pour la publication de 48, et donc il relisait beaucoup de ces auteurs, et par exemple les citations de Philostrate apparaissent pour la première fois en 48. Voilà. Et donc, ma conclusion principale, c'était que, bizarrement, Philostrate et Lomonosov, d'une certaine manière, partagent le but. Bon, leurs buts sont pareils, parce que Philostrate, dans ses tableaux, et notamment dans ses paysages, simplement, c'est le moyen le plus efficace d'empaqueter, non pas l'Arc de Triomphe, mais l'empaqueter toute une couche culturelle, la civilisation grecque à son déclin, parce que Philostrate, c'est l'auteur qui écrit en grec déjà quand la civilisation est presque finie. Donc, il doit trouver un moyen le plus efficace vraiment d'emballer, de commémorer sa culture. Et donc, les tableaux, les ekphrasis qui oscillent entre le monde réel et imaginaire se révèlent vraiment le moyen le plus efficace. Tandis que Lomonosov, lui, à son tour, il doit au contraire cerner et tracer la nouvelle culture, la nouvelle civilisation en germe à l'aube, et le mettre dans un certain système de coordonnées. Et ces coordonnées, c'est surtout les coordonnées géographiques, et l'espace géographique ou historique et géographique, comme on dit dans la tradition française. Et donc, c'est en parlant de la rhétorique de Lomonosov que j'ai mentionné les citations qu'on y trouve de Camoens. D'ailleurs, dites-moi, je n'ai pas trouvé comment il faut prononcer correctement Camoens. Je sais même en portugais, mais en français, Camoens. Non, en français, on dit Camoens. Camoens, ok. Camoens. Oui, donc j'ai mentionné les citations qu'on y trouve de Camoens, de Séleusiade. Et pour moi, ce n'était à ce moment-là qu'une note marginale, mais justement Riva, ici présente, même si je ne la vois pas, mais je la salue, m'a dit qu'il fallait absolument poursuivre cette piste. Et c'est ce que je vais faire, et ce que j'ai fait, ce que j'aurais voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, pourquoi la toute première question que je ne me suis pas vraiment posée à l'époque. Pardon, je veux voir, mais oui.
La vaste majorité des exemples qui illustrent la rhétorique de Lomonosov sont tirés soit des auteurs antiques ou hellénistiques, comme on a dit, soit de lui-même, Lomonosov. Donc, Camões est un de très rares poètes, bon, plus ou moins early moderne qu'il cite. Et en plus, on ne trouve pas des exemples de Camões, par exemple, chez Nicolas Cossin, qui est pour Lomonosov une source souvent principale des citations, même. Il y a le son quelque part, non? Rodolphe, il y a... Voilà. Donc, d'où vient cette pourquoi Camões, qui d'ailleurs apparaît, les exemples de qui apparaît même dans la version précoce de la rhétorique, celle de 1744, ils rajoutent de nouveaux exemples 4 ans plus tard, en 48. D'où vient cet intérêt? Donc, c'est en fait assez simple, parce qu'il faut, pour cette nation en germe qu'il faut cerner, il faut un poème épique. Et Lomonosov cherche des sujets, le maître, et on commençait d'ailleurs, il n'a pas réussi. Même son poème épique, Pierre le Grand, il n'y a que 2 chants qu'il avait abouti, qu'il avait composés. Et quand il pense... oui, les éléments, en fait, les éléments cartographiques insérés dans les odes de la fin des années 40 sont déjà des éléments d'un futur poème épique en germe, inséré dans les odes, parce que l'étendue de la Russie est épique en tant que telle. Et de tous les sujets, bien sûr, ce sont surtout les voyages maritimes, la découverte et le tracement des terres nouvelles qui est le sujet le plus convenable. Surtout quand les cartes se réalisent comme métaphore. Et il y a seulement 5 ans que la grande expédition du Nord, ou la seconde expédition de Kamtchatka, a fini. Et nous savons que c'est fini d'une manière tragique parce que Bering lui-même est mort sur l'île qui va après avoir son nom en 1741. Et comme notre ami commun et le chercheur magnifique, spécialiste du XVIIIe siècle, Andrei Kostin de Saint-Pétersbourg, il a montré comment les documents de cette grande expédition de Nord ont parvenu à l'Académie des sciences et comment Lomonosov a fait usage de ces documents. Donc, il y avait la grande expédition de Nord et il fallait trouver le langage pour faire le poème épique sur un voyage maritime. Donc, bien sûr, c'est tout à fait évident que de toute la poésie épique européenne de 2 ou 3 siècles précédents, c'est surtout Camões qui répond à cette question. D'autant plus que Voltaire, dans son essai sur la poésie épique de 1733, que Lomonosov connaissait bien sûr très bien, a écrit, je cite, que Camões a ouvert une carrière toute nouvelle. Et donc, il jouait bien sûr avec le sens du mot carrière. Et c'est surtout, c'est Camões qui, dans les Lousiades, dont les Lousiades sont probablement le symbole même de ces cartes qui, comme j'ai dit, qui se réalisent. Un autre nom que j'ai des problèmes à prononcer, João de Barros, l'auteur de l'histoire des conquêtes de Portugal, sur lequel Camões s'est largement appuyé. Il parle d'une manière très curieuse des cartes et de l'effet tout à fait vertigineux que les cartes produisent sur ceux qui regardent les cartes. L'effet pareil à l'effet de voyage même, parce qu'il s'agit du même glissement aussi entre le monde réel et le monde imaginaire, et qu'on peut avoir de vrais vertiges en regardant la ligne les contours des terres sur la carte. Et donc, si on arrive, dans la pensée de Lomonosov, si on arrive à approprier vraiment non seulement le sujet de ce poème, mais aussi la rhétorique de ce texte, dont tout un système de tropes et de figures, et si on crée un poème dont on a besoin, on rend aussi son objet
le voyage de Vitus Bering, on le rend pareil au voyage de Vasco da Gama 2 siècles et demi auparavant. Donc ici, juste 2 cartes. Donc, vous voyez à gauche l'itinéraire de Vasco da Gama aux Indes et à droite l'itinéraire de la grande expédition de Nord. Voilà. Donc, et puis aussi, les 2 héros aussi sont égaux. Il faut donc créer ce voyage qui oscille entre les lieux réels et mythiques, mais qui seront en tout cas les futurs lieux de mémoire. Question numéro 2. Quels exemples le monosophe choisit? Oui, ce sont ces 2 rhétoriques. Pardon, simplement, vu que je mets tous ces papiers, quels exemples le monosophe choisit pour la rhétorique? Autrement dit, quelles figures de pensée et de discours lui paraissent essentielles pour ce type de récit? Donc, il y a 3, comme j'ai dit, il y a 3 exemples tirés de Camões dans la rhétorique. Ils illustrent amplification, comparaison et hyperbole. Je ne vais pas parler, comme quand même, ce n'est pas mon sujet principal aujourd'hui, je ne vais pas parler de tous les 3, je vais mentionner 2. Donc, les 2 premiers exemples de l'amplification de comparaison viennent de la section sur l'amplification des périodes, qui était déjà dans la rhétorique à gauche, la rhétorique de 1744. Le 3e est inclus dans la section la plus importante, absente en 44 et rajoutée en 48, des fables, où il parle justement, où le monosophe, comme un exemple presque parfait de cette fable, de la description imaginaire, donne la description qu'on peut, ça c'est, oui, l'image d'Adamastor. C'est l'image qu'on peut appeler hyper-image, l'image le plus connue d'Hélusiade, qui a été toujours mentionnée par tous ceux qui ont parlé de Camões, qu'il en avait fait les louanges comme de Jaucourt dans l'encyclopédie, ou dénigré comme Marmontel, pas dans l'encyclopédie, dans les éléments de la littérature où il parlait justement de maladresse de Camões, mais la vision, la personnification de Cap de bons espoirs, une figure monstrueuse, vient du livre 5. Et oui, ce que je voulais ici dire, que en fait, Yuri Lotman a une petite note qui s'appelle « Sur les langues que parlait ou que connaissait le monosophe ». Il y parle d'un document assez intéressant que le monosophe a fait au début des années 60, donc peu avant sa mort. Il a fait une liste des langues qu'il maîtrisait et qu'il aurait voulu maîtriser. Il y avait 2 parties. Les langues qu'il maîtrisait plus ou moins comptaient 30 langues, et les langues qu'il voulait apprendre comptaient 6. Numéro 1 dans cette liste des langues à apprendre, c'était le portugais. Et il parle justement que le portugais est surtout intéressant à cause de Camões et de poèmes épiques, justement. D'où Lotman fait d'où il conclut que le monosophe lisait les Lusiades en portugais. Mais je pense que c'était en fait plus tard. Quand il donnait des exemples dans sa rhétorique, il utilisait cette traduction de Lusiade par Duperron de Castera. Et justement, si on compare même, par exemple, cette vision d'Adamastor que vous voyez devant vous, vous voyez en fait que c'est très proche. Il y a aussi, pour les comparaisons, je voulais juste mentionner, parce que c'est un exemple fort curieux de comparaison. Ça vient, si 2 premiers exemples viennent du livre 5, central tout à fait dans la tradition des livres épiques, ou comme dans l'Odyssée chez les Phéaciens, oui, fait son récit. Donc les livres 3 à 5 de 10 livres de Lusiade sont
ces 3 livres contiennent le récit de Vasco da Gama, son discours adressé au roi de Malindi, où il raconte l'histoire de leur voyage. Donc, le livre 5, c'est le livre le plus connu, le plus souvent cité. Et les 2 premiers exemples d'amplification d'hyperbole viennent de ce livre. La comparaison vient de livre 8, qui nous est important parce que c'est tout un livre qui contient les explications des images. Dans ce livre, Vasco da Gama s'adresse maintenant à un autre souverain, maintenant le souverain indien, à qui il raconte non pas l'histoire de leur voyage, mais l'histoire de Portugal, du pays. Et cette histoire est racontée en tableau. Et plus précisément, c'est l'explication des images sur les bannières, si je traduis le mot kharoub correctement, des bateaux, des navires portugais. Donc, il bouge d'un navire à l'autre, aussi tout à fait dans la tradition homérique, et explique ce qui est présent sur telle ou telle bannière, et on peut le comparer, donc ça me vient à l'esprit tout de suite, quelque chose comme tapisserie de Bayeux, oui, comme l'histoire de la conquête normande. Et à la fin, donc c'est vraiment, c'est un livre qui ne contient que des ekphrasis. Et ici, de nouveau, c'est pas tiré par les cheveux, ce sont des descriptions, même si le sens du même ekphrasis, c'est plutôt dans la classification de Webb, c'est l'exphrasis moderne, et pas antique, parce qu'on décrit ce qu'on voit. Voilà. Mais après, donc, il raconte, tandis qu'il explique les images à ce souverain indien, les mahométanes audacieux essaient de capturer ces navires et donc le capturer aussi. Finalement, c'est par Deus ex machina que ça se résout, mais au moment donné, Vasco da Gama ne sait pas quoi faire. Et c'est ça qu'on voit ici. Camões décrit les doutes dans les termes d'optique. Je demande pardon, tout au dernier moment, j'ai perdu en fait la traduction française de ce passage, mais vous n'avez pas à lire ça en détail. Et donc, l'oscillation de da Gama entre atednavo намерение к другому, d'une intention à l'autre, comment compare à le tournement d'un miroir qui jette les reflets sur des côtés différents. Donc, je voulais mentionner ce livre et cette comparaison optique. Je ne sais pas, probablement, je ne sais pas si l'optique était particulièrement important pour Camões qui, comme c'est bien connu, a perdu l'œil dans le champ de bataille dans la jeunesse, qui n'avait qu'un seul œil et donc apparemment savait bien apprécier le monde visible. Mais justement, l'Élusiade, et je pense que c'est non seulement le sujet, l'expédition, la découverte de terres nouvelles, mais la chose qui a attiré Lomonosov surtout à des exemples de Camões, c'était justement ce domaine de visible, le monde visible. Oui. Et dans le même, et d'ici je passe, pardon, je regarde, oui. Oui, je dis que c'est toujours l'exphrasis à la limite de la réalité et le monde. Je vais, parce qu'on a perdu le temps, j'allais citer, mais je ne vais pas le faire, les mots de José Saramago, lauréat portugais du prix Nobel, qui parlait justement de Camões comme de son maître principal dans son discours Nobel. Justement, il disait que c'est chez Camões qu'il a, et d'ailleurs Saramago a eu le prix Nobel justement pour la création des mondes nouvelles, quelque chose comme ça. Il dit que c'était Camões qui était ce maître principal. Maintenant, je veux bouger à des strophes qu'on trouve aussi dans le livre 5, qui, comme j'ai dit, est central et la plus connue, le plus souvent citée. Peu avant l'apparition, la figure terrifiante et monstrueuse d'Adamastor, nous avons 4 strophes
qui sont, voilà, je n'ose pas vous les lire en portugais, je voulais juste vous mettre, et même on ne doit pas, il parle ici de tous les merveilles du monde que Vasco da Gama a vues dans ses voyages. Il y a beaucoup d'images scientifiques ici. Et donc, vous voyez que ces strophes, c'est toute une série de visions enfilées sur un tige des verbes visuels. Vi claramente visto, je prononce probablement à l'espagnol parce que je connais l'espagnol et pas portugais, vi claramente visto, lume vivo et ovi certamente. Et donc, et puis il parle de toutes ces choses qu'on voit mais qu'on ne croit pas. Et ici, oui, donc, à chaque fois, oui, en fait, voilà, je ne sais pas si on peut le... vous voyez ça aussi agrandir ou pas? Oui, bien. On peut, oui, pour traduire, j'ai vu ces phénomènes, ça commence, ça en fait commence aux pages précédentes, tous ces flots dont la cause échappe à notre ignorance, ces bourrasques subites et effrayantes, ces météores qui embrasent les airs, ces nuées noires et épaisses qui vomissent des flammes, ces nuits ténébreuses d'où jaillissent de longs éclairs, ces tonnerres épouvantables qui ébranlent le monde, en un mot, tout ce qu'une navigation plus longue qu'aucun mortel n'en avait encore entreprise peut fournir d'événements et de prodiges. J'ai vu de ces phénomènes que les natonnières crédules, trompés par une expérience aveugle, prennent pour des miracles et que nous explique la science qui pénètre les secrets de la nature. J'ai vu cette lumière que les matelots appellent sainte, qui s'allume dans les cieux au milieu de la tempête et annonce un calme prochain. J'ai vu la trombe menaçante qui d'abord n'est qu'une vapeur légère rassemblée par les vents, mais qui bientôt, je l'ai vu, etc., etc. Vous voyez le texte. Voilà, j'ai vu s'élever et s'abaisser en suivant le mouvement des vagues. La traduction que je vous montre, c'est déjà pas la traduction de Castera, mais la traduction du XVIIIe siècle de La Harpe. La Harpe l'avait traduit et préfacé d'un essai important sur Camões. Donc, je pense que même ce que nous avons vu, même si ça c'est une traduction en prose, et chez Camões lui-même, il y a beaucoup d'enjambements, donc toutes les narguillas baroques de la langue est présente, il y a des enjambements, des strophes irrégulières, des maîtres. Là c'est la question si, oui, si on peut bouger. Voilà, donc chaque fois que je lisais ces vers de Camões en portugais, en français, en russe, dans la traduction moderne, j'ai eu un sentiment brumeux du déjà-vu. Cela faisait l'écho lointain de quelque chose que je ne pouvais pas décerner et reconnaître, mais justement la composition de ces visions, enfilées, comme j'ai dit déjà, sur un texte de j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, je me suis dit que peut-être pas peut-être c'est toi, et donc j'aurais pu vous demander, vous proposer une devinette, mais le titre même de ma communication vous servirait d'indice, vous tuyauterez. Donc, bien sûr, c'est chez Djerjavine. Voilà, c'est le portrait de Djerjavine de Vladimir Borovikovski de 1795, parce que c'est la date la plus proche du texte qui nous intéresse. Et vraiment, comme malheureusement nous avons perdu le temps, je vais essayer de passer sur certains points. Voilà, donc les vers qui me paraissaient en fait juste au moment donné, je me suis dit c'est vraiment c'est pareil à l'ode sur le retour du comte Zubov de Perse. L'ode, une ode des plus magnifiques, peut-être vraiment à mon avis un des meilleurs odes de Djerjavine. Je vais revenir sur l'ode elle-même pour vous en parler, mais je veux juste citer un peu en russe.
Donc ici, quand même, il faut dire, oui, que, pardon pour le typo, c'est bien sûr, il est Valérien, pas Valérien Zubov. Djerzhavine s'adresse ici à cet homme qui était connu comme le plus beau des Russes, Valérien Zubov, le frère cadet de Platon Zubov, le fameux favori de Catherine la Grande. Comme vous voyez, si le texte a été écrit en 1797, Zubov n'avait en fait que 26 ans. Oui, 26 ans, mais c'est un texte didactique et philosophique. Je vais parler de contexte un peu plus tard. Mais ce qui me paraissait pas, réverbérer les vers de Камоэс, c'était «Ты зрел, как ясную порою, там солнечные лучи среди льдов, ведь вот, играя, отражаюсь, великолепный кажут вид, как в разноцветных рассеваясь, там брызгах тонкий дождь горит, как глыба там сизо-янтарно, навесясь смотрит в темный бор, а там злато-багряно сквозь лес увеселяет взор. Ты видел, Каспий, протягаясь, как в камышах, в песках лежит, лицом веселым осклабляясь, пловцов ко плаванью манит, и вдруг, как бурей рассердяся, встает в упор ея крылам, то скачет в твердь, то в ад, стремясь, трезубцем бьет по кораблям, столбом волосы седые вьются, и глаз его гремит в горах. Ты видел, как во тьме секутся с громами громы в облаках, как бездны пламени извергают, как в тучах роет огонь бразды, как в воздухе пары сгорают, как светят свеч в лесах ряды. Ici, il s'agit justement de ces feux de Saint-Elme, oui, dont par Камоэнс, ты видел, как в степи средь зноя огромных змей стога кишат, etc., etc. Donc, mais je pense que la chose la plus importante, c'est non même que les merveilles des voyages et les merveilles de nature qui sont décrites ici coïncident presque avec les merveilles décrites dans les Lusiades, mais la composition des strophes enfilées sur les verbes visuels me paraissent plus importants. Mais je pensais jusqu'au certain moment que c'était vraiment une coïncidence, l'écho, l'effet de déjà-vu, je ne sais pas pourquoi. Et puis j'ai compris que c'est fort probable que c'était un emprunt assez conscient. Donc, deux mots sur le contexte. Zubov, oui, comme j'ai dit, c'était un frère cadet de Platon Zubov, qui était lieutenant général déjà en 1794, qui a servi en Pologne. Et puis, une des dernières idées de Zubov, une des dernières idées de Catherine II, c'était l'expédition perse de 1796. C'était une expédition chimérique, organisée, comme j'ai dit, par les Zubov, et qui avait pour but la conquête de toute l'Asie jusqu'au Tibet. Mais donc, ce projet, évidemment, fut un échec, et c'était au croisement des fameuses Arax et la Koura, les vers qu'on connaît tous depuis l'enfance de Mtsir et de Lermontov. C'est au croisement de l'Arax et de Koura, où Zubov était avec son armée désactivée, qu'il a pris la mort de Catherine et qu'il a reçu l'ordre de revenir en Russie. Et c'était les ordres de Paul, comme dit Khodasevich dans sa biographie de Djerzhavine, si Paul avait démissionné, Souvorov au moins a osé de parler à l'empereur d'une manière peu respectable, tandis que Zubov n'était que la victime de comme dit Khodasevich, необузданного миролюбия Павла, le pacifisme effréné de Paul. Donc, il a été envoyé d'abord en Russie, puis en exil, il était en Courlande. Et comme dit Djerzhavine dans ses explications de ces textes, je pense que c'était comte Galitzin qui l'avait rencontré et qui dit à Djerzhavine, vous avez à l'époque flatté comte Zubov, vous l'avez comparé à Alexandre le Grand pour ses succès en Perse. Et là maintenant, vous ne pouvez plus
faire de la flatterie. À quoi Djerdjavine, selon lui-même, a dit « je n'ai jamais flatté personne et vous allez voir ». Il est rentré chez soi et il a écrit cette ode. Cette ode sur la fortune et sur la nature fluctuante et fugitive de la fortune et du succès. Cette ode qui commence brusquement. À gauche, vous voyez la vignette de l'édition de Groth. Vous voyez la fortune. Donc, cette ode commence brusquement par déclarer que la paix et le repos est la fin désirée et recherchée de la vie humaine. Цель нашей жизни, цель к покою, проходим для того сей путь, чтобы от мразу или от зною под кровом ночи отдохнуть. Здесь нам встречаются стремнины, там терны, там ручьи в тени, там мягкие луга, равнины, там пасмурные, там ясные дни. Сей с холма в пропасть упадает, а тот взойти спешит на холм. Toute la vie humaine est présentée comme une série de tableaux. Il faut dire, bien sûr, je pense depuis le début, il fallait dire que toute vie humaine est un itinéraire et une carte du monde, une carte d'une ville ou de ma chambre pour commencer. Mais ici, justement, c'est cette métaphore de la vie comme itinéraire qui, chez Djerdjavine, on sait, s'alterne avec l'autre métaphore principale, celle de la vie humaine comme un spectacle qu'on observe, est très présente. De nouveau, la question, comme avec, je ne sais pas, bien sûr, c'est une hypothèse. Malheureusement, ici, je ne peux pas montrer vraiment tous les coïncidences des textes de Camões et de Djerdjavine, mais je dis que j'ai compris que ça, pourquoi ça aurait pu être aussi l'empreinte directe. Parce que, à l'encontre de Lomonosov, Djerdjavine ne devait non seulement ni apprendre le portugais, ni même connaître le français, qu'il ne connaissait pas, comme on sait, il ne maîtrisait vraiment que l'allemand. Parce que en 1788, la traduction intégrale en russe est parue. C'était fait par Alexandre Dmitriev, le frère aîné d'Ivan Ivanovich Dmitriev, un des amis les plus proches de Djerdjavine et de Karamzine, le correspondant permanent de Karamzine. On sait que, par exemple, Djerdjavine lui-même raconte que c'était dans sa traduction de Dmitriev qu'il lisait Ossian, par exemple. Donc, c'est tout à fait, c'est plus que probable qu'il l'avait lu. Cette traduction, voilà comment il traduit Dmitriev la séquence qu'on avait regardée. Je vais pas tout lire. Я видел те неместные явления, которые от суеверных мореплавателей, я видел то блистание, которое наименовано Смитым и Эльмом, видел грозную, etc. En tout cas, je vais envoyer finalement le PDF. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours relire ces morceaux. Voilà, donc, vous pouvez lire, il y a le bruit quelque part, il pouvait lire la traduction russe, mais pourquoi Camões? Je pense que la question qu'on avait posée pour Lomonosov est vraiment qui se pose avec Djerdjavine. Pourquoi Camões? Je pense que le contexte asiatique, ici c'est la carte de l'Atlas de 1745 où nous avons le littoral caspien. Ici la mer qui s'appelait Khvalynskaya, oui, c'était la mer Caspien. Je pense que le contexte asiatique rapproche les sujets de Camões, des Indes et de Perse, de Zubov. Et surtout, donc, pourquoi elle pouvait le faire, Djerdjavine, pourquoi elle pouvait se servir de quelques vers en 1797, je pense aussi parce que
un an auparavant, en 1796, la 3e édition du poème épique de Mikhail Kheraskov, La Rossiade, a été publiée. Et à cette 3e édition, Kheraskov a joint la préface, son essai sur la poésie épique, où il parle en première ligne de Camoens. Et c'est aussi important, les qualités dont il parle. Но повествование живой кистью писанное, сладостное, привлекательное, это есть галерея преизящных картин, непорядочно расставленных, но каждая из них восхищает, трогает, удивляет и в память врезывается. Donc ici, le mémoire, notre mémoire humain et la mémoire, disons, littéraire et historique, ils sont d'ailleurs, ils sont ensemble. Déjà, quand j'étais en train de préparer cet exposé, j'ai vu en fait les qualités que Kheraskov mentionne à propos de Camoens sont fort proches de ce que Chevalier de Jaucourt dit dans l'article déjà mentionné dans l'encyclopédie. D'ailleurs, il parle de Camoens dans l'article Lisbonne, non pas dans l'article purement littéraire. Il dit justement que si on condamne le mélange qu'il y fait des fables du paganisme avec les vérités du christianisme, du moins ne peut-on s'empêcher d'admirer la fécondité de son imagination, la richesse de ses descriptions, la variété et le coloris de ses images. On ne peut pas dire que c'est exactement pareil, mais justement, le poème épique, qui est surtout perçu comme une galerie de tableaux, étant donné l'inclination visuelle de Djerdjavin lui-même, je pense que ça ne pouvait ne pas l'attirer. D'ailleurs, c'est drôle que, comme il a écrit cette ode à Zubov quand il était en disgrâce, ce texte a circulé d'une manière clandestine pendant 7 ans. Et ce n'était l'ode à Zubov, ce n'était pas publié qu'en 1804 dans l'Ami des Lumières, dans Drug Prosvещения, presque en même temps que sa lanterne magique. Justement, ces deux métaphores principales de la vie humaine, de nouveau comme un voyage et comme un spectacle, ils sont publiés dans un même périodique et en même temps. Voilà, donc je pense que c'était tous ces contextes. Et l'ode sur le retour de Zubov, pourquoi c'est aussi importante que ces descriptions, ces paysages et ces moments didactiques sont connectés d'une manière pas évidente et complexe. Et bien sûr, ce paysage, allons revenir sur les vers de Djerdjavin, c'est tout à fait, c'est évident que ça précède toutes les descriptions caucasiennes de Pouchkine et surtout les vers magnifiques, как серны вниз склонив рога, зрят в мгле свободно под собой рождение молний громов. C'est un enchaînement de visions. Ты зрел, как серны зрят. Oui, tu as vu comment ils étaient en train de voir. C'est une grande chaîne de vues. Et ce paysage garde des traits de paysage conventionnel des odes, paysage allégorique, mais bien sûr, ça se remplit avec des images réelles. Et bien sûr, c'est un paysage pré-romantique que Djerdjavin pouvait apprendre partiellement chez Karamzin, je pense, je ne sais pas ce que Rodolphe en pense, et d'autre part des rapports de voyages en Caucase, des expéditions caucasiennes qu'il a eues, tout comme Lomonosov avait des rapports, des documents des expéditions du Nord. Et ici, je passe, c'est notre prochain arrêt et mon troisième et dernier point sur lequel je serai très bref, c'est Brodsky. Je ne pouvais pas choisir entre ces deux photos prises en 1963, c'est l'année de nouveau qui nous intéresse. Vraiment, je vais être aussi brève que possible. C'est bien connu, l'intérêt de Brodsky à Djerdjavin est bien connu.
et de nombreux chercheurs ont parlé, l'analysé. On le trouve chez David Bethea, chez Valentina Palukhina, donc on ne doit même pas les nommer. On sait aussi, un des spécialistes éminents de Brodsky de Saint-Pétersbourg, qu'on connaît aussi, Denis Arabkin, m'a montré les notes que je pense que les étudiants ont prises des conférences sur Djerdjavine que Brodsky donnait à Mount Holyoke quand il enseignait aux États-Unis. Mais quand on regardait ce qu'il disait sur Djerdjavine, c'était d'ailleurs surtout ce que Ilya Zakharovich Sirman écrit sur Djerdjavine. Mais ce que pour Brodsky, la poésie de Djerdjavine était très importante, ça on sait. L'exemple le plus connu, bien sûr, ce sont les variations sur les thèmes de Djerdjavine sur la mort de Zhukov de Brodsky, qui est une variation sur Bouvreuil de Djerdjavine, l'élégie sur la mort de Souvorov. Et d'ailleurs, c'est le même contexte que Zubov. Oui, Souvorov et Zubov exilés en même temps, démissionnés en même temps. Et c'est dans le même contexte du genre élégiaque que nous trouvons les échos des vers qui nous intéressent. Je pense, et en fait, j'étais très étonnée de ne pas trouver, parce que j'étais sûre qu'on en avait parlé, mais je n'ai pas trouvé, je vous saurai gré si vous m'indiquez si c'est mentionné quelque part, que les vers qui ont passé, à mon avis, de Camoens à Djerdjavine, qu'on trouve l'écho dans la grande élégie de John Donne, le poème des plus connus de Brodsky, son poème précoce, à propos duquel Anna Akhmatova a fameusement dit « Je crains, Joseph, que vous ne comprenez pas vous-même ce que vous avez écrit ». C'est un texte aussi heureusement bien connu, et je peux montrer un extrait. Ça vient du milieu du texte, et c'est justement le monologue de l'âme. Et comme Brodsky disait dans son fameux entretien à la radio Svoboda chez Igor Pomerantsev en 1981, pendant longtemps, qu'il vivait à travers ce poème. Il savait pas, ensemble avec Donne, il ne savait pas qui parle. Et juste à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était l'âme. Нет, это я, твоя душа, John Donne. Je vous demande pardon que même, faute de temps, je lis, mais je pense que la poésie doit être Нет, это я, твоя душа, John Donne. Здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом. Тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет. Среди страстей, среди грехов и выше. Ты птицей был и видел свой народ повсюду, весь. Взлетал над скатом крыши. Ты видел все моря, весь дальний край. И ад ты зрел в себе, а после в яве. Ты видел также явно светлый рай, в печальнейшей из всех страстей оправе. Ты видел жизнь, она как остров твой, и с океаном этим ты встречался. Со всех сторон лишь тьма и вой. Ты Бога облетел и вспять помчался, но этот груз тебя не пустит ввысь. Откуда этот мир лишь сотни башен, да ленты рек, и где при взгляде вниз сей страшный суд совсем не страшен. De nouveau, c'est seulement dans votre compagnie qui m'est tellement chère que j'ose partager les hypothèses, mais je pense que, de nouveau, l'enfilement de ты видел, ты зрел, et surtout, en fait, l'alternation de видел и зрел chez Djerdjavine et chez Brodsky, quand зрел est utilisé quand on parle de notions, justement de quelque chose plutôt qu'on pense, et видел quand on parle du paysage réel. Ты видел все моря, весь дальний край, même si on peut dire que ты видел также явно светлый рай, donc peut-être c'est pas aussi excès que ça. Je pense, et vraiment je veux... je pense qu'il
si ces hypothèses ont le droit d'existence, qu'est-ce que je pense que ce n'est pas par hasard que ces vers réverbèrent dans ce contexte baroque. On sait que c'était largement grâce à Brodsky que John Donne a été introduit dans la culture russe du XXe siècle, mais c'est aussi bien connu, selon Brodsky lui-même, qu'en 1963 ou même 62, quand ce poème a été vraiment écrit, Brodsky ne connaissait pas beaucoup de Donne. Il l'a lu en anglais, en original, seulement déjà dans son exil au nord, où le livre de Donne lui a été envoyé par Lydia Kornieva-Tchoukovskaya, probablement prise dans la bibliothèque de Tchoukovsky. Et Brodsky, dans cet entretien à la Radio Liberté que j'ai mentionné, il dit que quand il a écrit la grande élégie de John Donne, ce n'était pas la connaissance de Donne qui lui est venue quand il l'avait traduit, et même pas les images qui l'ont attiré, mais comme il dit, положение тела в пространстве, la position du corps dans l'espace, justement cette position vue view from above, oui, la vue du dessous, du dessus. Il dit que c'est plutôt Brodsky dit que c'est plutôt un procédé cinématographique, justement quelque chose qui s'élargit. C'est le close-up qui devient le plan, je ne sais pas comment on dit en français, крупный план, pas крупный план, mais общий plan dans le cinéma. Plan large ou plan large? Plan large, merci. Et c'est tout dans tous les, chez Camoens, comme chez Derjavin, comme chez Brodsky, en fait, nous voyons le même procédé plutôt cinématographique. Et je pense, et je termine là-dessus, que c'est vraiment pas fortuit que ça revient dans le poème consacré à Donne, parce que quand même si Donne et Camoens se sont chevauchés seulement pour 8 ans, je pense, oui. Donne est né en 1572, c'est l'année justement de la publication de l'Usiade. Et Camoens meurt 8 ans plus tard. Mais bien sûr, les deux appartiennent à la culture baroque et maniériste, à la culture des concetto, de réalisation des métaphores, y compris Descartes. Et chez Donne, nous trouvons aussi, bien sûr, beaucoup aussi de cette passion pour le visuel, comme par exemple dans ses vers de Good Friday. Mais peut-être on passe, même s'il s'agit des Memory AI. Ah oui, une chose que je voulais dire, que je regardais les traductions de Camoens en anglais en 17e, 18e siècle, ils paraissent être de Donne. Tout d'abord, bien sûr, on traduit dans le pentamètre iambique. Oui, les lignes, même si chez Donne, on sait que c'est aussi, les mètres sont souvent pas vraiment réguliers, mais aussi on utilise beaucoup les rimes I comme l'œil et moi, oui, I et I, et là, et souvent ce sont vraiment les rimes les plus marquées dans les textes. Et je voulais terminer sur cette citation de Donne qui, d'une certaine manière, rassemble tous les morceaux de notre puzzle, tous les parties de contexte. C'est son, je pense, un des derniers poèmes, Hymn to my God, to God my God in my sickness, whilst my physicians by their love are grown cosmographers, and I their map, who lie flat on this bed, that by them may be shown that this is my southwest discovery, perfectum febris, by the straits to die, I joy,
that in the straits I see my west. For though their currents yield return to none, what shall my west hurt me? As west and east, in all flat maps, and I am one, are one, though death does touch the resurrection. Is the Pacific my home, or are the eastern reaches? Is Jerusalem, Anion and Magellan and Gibraltar and straits, and none but straits are ways to them, whether where Japheth dwelt, or Ham, or Shem, or Sham, or Shem. And c'est pas la fin. Comme il ne s'agit que des hypothèses, je n'ai pas une vraie conclusion, je voulais vous montrer, partager ces hypothèses avec vous, mais je peux juste dire de nouveau que même si toute mémoire est un tableau, et je n'ai pas eu vraiment le temps de parler de la tradition rhétorique de l'art de mémoire, un tableau qui, bien sûr, il aurait fallu citer Quintilien et de nouveau Philostrate et tout ça, mais je pense que dans ces trois auteurs, qui à mon avis appartiennent à la même lignée, les métaphores de la vie comme de la vie, une série de visions et de tableaux sont surtout filées et surtout importantes. Merci. Non. Merci. Merci, Tatiana. Merci beaucoup. Спасибо огромное. C'était tout à fait intéressant, comme toujours, très riche et ça permettait de voir des liens entre toutes sortes de sources différentes qui sont extrêmement intéressants. Alors, c'est par erreur que j'ai levé la main. En fait, je voulais applaudir. Je relèverai la main plus tard. Mais donc, dans l'immédiat, je cède la parole à nos collègues et à nos étudiants. Donc, s'il vous plaît, chers étudiants, chers collègues, chers amis, des questions, des commentaires. Allons-y. Je vous demande de nouveau pardon. Je sais qu'il ne faut pas demander pardon pour la conférence, mais je vous en demande quand même, parce que tout ça sur Zoom, je pense que probablement vif, ça aurait été mieux composé, je pense. Alors, Daria a une question. Merci beaucoup. J'ai une question qui est qui est vraiment une question d'amateur. Parce que voilà, je ne suis absolument pas spécialiste du XVIIIe siècle, mais la poésie épique, évidemment, m'intéresse beaucoup. Et d'abord, Tatiana, merci infiniment pour cet exposé que j'ai trouvé absolument passionnant et magnifiquement illustré, d'ailleurs, avec toutes les images et surtout ces magnifiques citations. Moi, j'ai encore une fois la question vraiment du dimanche. Ce que j'ai retenu et ce qui m'a beaucoup intéressé par rapport à la poésie du XXe qui m'intéresse, et Cluf en particulier, c'est ce lien qui semble être en réalité vraiment quasiment, comment dire, essentiel, obligatoire presque, entre la référence visuelle et le genre épique. Pour écrire un poème épique, en fait, il doit forcément, à un moment ou à un autre, s'agir de vision, de tableau. Mm-hmm. Et alors, c'est tout à fait compréhensible et d'ailleurs et justifié, et c'est ce que vous aviez fait avec l'Amanence. Je me souviens très bien de cette étude de l'Ode avec la géo-ekphrasis, et c'est ce que vous avez montré maintenant. Jusqu'à quelle période dans l'histoire de la poésie russe peut-on observer ce lien vraiment, encore une fois, nécessaire et ténu entre l'esthétique de la vision et le genre épique? Est-ce qu'il y a un moment où le lien se brise ou devient plus lâche, disons? Est-ce qu'à un moment, le genre épique, dans son écriture, se tourne vers d'autres
procédés, d'autres techniques que le visuel, ou est-ce qu'on peut dire que voilà, cet élément domine? Merci. Daria, oui, bien sûr, l'ekphrasis fait partie des utiles épiques depuis Homère, oui, parce qu'on considère le premier ekphrasis le bouclier d'Achille, et on a beaucoup parlé des fonctions de bouclier d'Achille, si c'est vraiment l'arrêt dans la narration, ou c'est plutôt disons, une fenêtre sur l'autre réalité qui n'est pas présente dans l'Iliade. Et puis, on trouve évidemment des ekphrasis dans les poèmes épiques françaises du XVIe siècle. Et en fait, d'ailleurs, je vais revenir sur la poème épique, mais il faut dire que pour la première fois, le mot ekphrasis, dans le sens qu'on utilise maintenant, a été employé par Léo Spitzer dans son essai en 1951 ou 52, dans son essai sur une des éclogues de Garcilaso de la Vega, ce qui n'est pas tout à fait épique, mais quand même. Pour la poésie russe, je pense que le problème principal, qu'il n'y avait presque pas de poésie épique dans la poésie russe, parce que c'était toujours ce qu'on a cherché. Pour le XVIIIe siècle, comme je dis, Trediakovsky l'avait essayé, Lomonosov l'avait essayé. Finalement, le seul poème vraiment épique, c'était Rossiade de Kheraskov que j'ai mentionné, de 1779. Et d'ailleurs, il y avait un article magnifique de Ilya Zakharovich Sirman que je mentionnais, qui s'appelait «Говорящая живопись поэзии Державина», justement la peinture parlante chez Державин, où il parlait surtout de l'importance de l'imagerie chez Kheraskov, dans le cercle de Kheraskov, et c'était lié au développement de la poésie épique. Et c'est tout à fait évident que le lecteur est, je sais pas, fatigué. Des fois, il faut alterner la narration et les images. Mais après, au 19e siècle, justement, peut-être que maintenant, étant un peu stressé après cet exposé, est-ce qu'il y a, disons, la poésie épique au 19e siècle? Il y a la poésie épique dans le sens de Nekrasov, oui, qui raconte l'histoire, qui introduit des maîtres ternaires qui sont plus pareils au discours. Mais il y a, et pour le XXe siècle, je sais pas, il y a Tjorkin, il y a... Kluev quand même. Oui, donc c'est à vous que justement, c'est d'autant plus intéressant que peut-être c'est que Kluev au XVIIIe siècle qui le fait, pas que, mais bref, je pense que moi je serais ravie d'apprendre plus justement sur Kluev et sur la poésie épique, et donc le rôle du visuel, du visible chez lui. Mais je pense que c'est un élément de la poésie épique, et ici c'est difficile de dire que dans la tradition russe, ça a un destin, la tradition européenne c'est l'autre destin. Simplement, je pense de nouveau que la poésie russe est un cas particulier de cette traduction européenne, mais simplement la poésie où lyrisme dominait. Mais d'ailleurs, pour Державин, je pensais toujours que c'est très intéressant que la meilleure édition de Державин est peut-être la meilleure édition de tous les poètes russes, les 9 volumes de Yakov Grot, des poèmes de Державин, qui sortaient pendant 20 ans, de 1864 aux les années 80, c'était un monument épique à la poésie lyrique. Justement, l'échelle à laquelle il a fait, l'ampleur, l'envergure des commentaires, c'était un monument qui rendait chaque poème vraiment, qui donnait presque trop de contexte. Et voilà, et je pense que ce que se passe pendant le développement de romans russes, c'est pas par hasard. Et je pense toujours, même si on sait qu'on n'a pas le droit de poser des questions au subjonctif ou au conditionnel passé, au ce qu'on aurait pu, mais à chaque fois, je pense que si Pouchkine n'était pas tué aux années 60,
il n'aurait que 60 ans. Et vraiment, il aurait absolument écrit un roman. Когда роман на старый лад, счастливый мой закат, et donc, je peux pas toujours, je me suis pas me mettre à terme avec cette terme. Bon, pardon d'être aussi épique. Non, non, au contraire, merci beaucoup. Merci. Je pense que voilà, à creuser et à continuer à réfléchir, mais parce que les formes de poésie épique au XXe siècle, elles sont en pleine mutation, justement, parce on peut parler de poésie épique, on peut parler de épos, même chez Tsvetaeva ou Akhmatova, mais ça n'aura rien à voir avec la poésie narrative du XVIIIe ou même de Nicolas. Chez Akhmatova, ça sera toute cette fonction de pause et de référence au sujet, comment on dit, cette absence marquée, oui. Donc, Tout à fait, exactement. Voilà. Et en fait, c'est un genre qui se pense lui-même en quelque sorte, mais dès très tôt, dès avant, une sorte de mouvement postmoderne avant le postmoderne. Merci beaucoup, Tatiana. Je vais continuer à réfléchir dessus. Et je serais ravie de partager ces réflexions. Mais merci beaucoup, Daria. Merci, Tatiana. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Moi, ça m'a toujours paru bien que Pouchkine soit mort juste au moment où le train arrivait, parce que ça l'évitait de vivre à l'heure de la révolution industrielle. Il me semble qu'il y a quelque chose de poétique là-dedans. Mais bon, it's my humble opinion. Est-ce qu'il y a des... Riva écrit quelque chose parce que Riva что-то пишет, да. Alors. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Может быть, случайная цитата, но я попробую. Этот панорамный взгляд, с ним генетически связан панорамный взгляд лермонтовского демона и прочих романтических героев. Я понимаю, что там рядом проходили Диабло, это самое, и Мефистофель. Я думаю, что oui, Lermontovский démon, bien sûr, cette généalogie de démons qui d'habitude on mène de Lermontov vers Bloch, mais bien sûr, c'est la vision panoramique. Ouais. La vision panoramique, je pense, est quand même plus large que cette tradition que j'essaie de cerner et de tracer, parce que la vision panoramique, on avait... simplement, c'est toujours difficile de penser et parler en même temps. Bien sûr, l'apparition même de cette vision panoramique, c'est vraiment au tournant du 18e, 19e siècle, d'une part, parce que les montgolfiers commencent, oui, 1783, et donc toutes les cartes de nouveau se réalisent et on peut les reconnaître maintenant. Et d'autre part, il y avait ce livre que j'aime beaucoup de Marjorie Hope Nicholson qui s'appelle Mountain Gloom and Mountain Glory, comment la montagne et la vision de montagne à la fin du XVIIIe siècle arrête d'être effrayante et passe, disons, d'effrayante, de sublime au beau. Ouais. Ok. Alors, merci Riva. D'autres questions, d'autres commentaires? Rodolphe, non. moi j'ai une question à toi. Est-ce que tu penses... Et moi aussi j'ai des questions pour toi. Alors. Comment alors, bon, d'accord. Écoute, donc merci beaucoup. Hein, je m'associe aux remerciements enthousiastes de Daria. Donc, je pensais à quelque chose à propos de ces tentatives difficiles et maintes fois avortées épiques de la poésie russe du XVIIIe siècle. Hein, dont tu viens de faire une liste des tentatives avortées. Quand tu nous as parlé au début des Lusiades et donc de l'inspiration épique nourrie par la grande expédition du Nord, et que tu as montré en regard les portraits de Vasco de Gama et de Vitus Bering, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème de héros épique
qui était que ce n'était pas un héros national, parce que Vasco de Gama, c'est quand même un Portugais. Et donc, le héros, évidemment, les héros des tentatives épiques de la poésie russe du XVIIIe siècle, bon, bah, c'est évidemment des Russes, c'est Pierre Ier, c'est Ivan IV, bien sûr. Le problème de Bering, donc, c'est qu'il n'est pas russe. Alors, je ne sais pas si tu peux dire deux mots là-dessus. Je ne sais pas si c'est une catégorie qui est opérante pour le XVIIIe siècle dans l'esprit de Lomonosov. Ce n'est pas sûr, mais enfin, peut-être que tu pourras nous dire quelque chose. Ensuite, j'avais une autre question sur les traductions de Camões. Donc, tu nous as rappelé que Державин ne lisait pas en français, qu'il avait donc utilisé la traduction de Dmitriev. Mais est-ce que tu sais, donc j'imagine que Dmitriev a traduit du français. Est-ce que tu sais de quel texte français Dmitriev a traduit et est-ce que c'est le même, c'est le même que celui, parce qu'il y en a plusieurs des traductions de Camões au XVIIIe. Et donc, toi, tu parlais de l'harpe, c'est ça? C'est la traduction de l'harpe? Non, pardon de t'interrompre, je vais revenir sur la question. Ce n'est pas la même traduction que Lomonosov. Lomonosov a utilisé la traduction de Castéra, c'est ça, Duperron? Oui, de Duperron de Castéra, qui est, je pense, 1735. Et j'ai oublié l'année de la traduction de la harpe, plus tard, évidemment. Donc, Dmitriev a traduit de la harpe. D'accord. Tania, c'est 76 la traduction de la harpe. 76? Donc, je pense que c'est même pas la même, tu vois, c'est pas la même langue, c'est pas la même esthétique. Et donc, je voulais simplement te demander si tu pensais que ça pouvait avoir eu une incidence. Parce qu'on ne traduit pas de la poésie épique de la même manière, j'imagine, dans les années 1730 et à la fin des années 1770 en France. Et puis, ma dernière question, elle concernait aussi le regard panoramique, parce qu'il y a dans le poème de Brodsky que tu nous as cité, donc il y a cet envol, et ensuite ce regard d'aigle, et qui, mais bon, tu connais ça beaucoup mieux que moi, donc je peux me tromper, qui me fait plus penser à Lomonosov qu'à Державин. Mais donc, tu reliais ça au chaînon qu'était Державин, et je me demandais si finalement ce regard de l'aigle planant, il était vraiment aussi net chez Державин que chez Lomonosov. Et je pense que pour les poèmes épiques, il doit y avoir des poèmes épiques complètement oubliés du début du 19e autour de 1812, je crois. Pardon, je lisais ce que Dash a écrit. Excuse-moi, tu peux répéter la dernière phrase? Donc, je pense qu'il y a des… donc, tu as cité les tentatives de poèmes épiques. Je pense qu'il y a aussi toutes sortes de textes qui n'ont pas été canonisés et qu'on a oubliés. Il me semble il y a des poèmes sur 1812 et sur Moscou qui datent de la deuxième moitié des années 1810. Voilà. Je pense qu'il y a assez de questions pour un autre exposé, tout le monde est fatigué. Mais donc la première question, qui joint le troisième, c'est sur les tentatives avortées de la poésie épique et si Bering pouvait en fait être… Je pense que tu as raison. D'ailleurs, on sait que Lomonosov n'était pas particulièrement ouvert aux étrangers. Et on sait que si on parle de même Atlas, que Leonhard Euler a été, qui vraiment participait pendant 15 ans, je pense, de préparation d'Atlas, et c'est au dernier moment que Lomonosov l'avait un peu éliminé. Bien sûr, à la limite, comme on sait que la grande expédition du Nord avait deux bateaux, cette partie, parce qu'il y avait en fait 7 expéditions, mais l'expédition de Bering, il y avait 2 navires, Saint-Paul et Saint-Pierre. Et je pense que Bering, je pense qu'il était sur Saint-Paul. Et donc, Bering était sur l'un et l'autre était dirigé par un certain Chirikov. C'était
Chirikov, qui était russe. Mais quand même, il était apparemment tout à fait éclipsé par Bering, donc on ne pouvait pas faire de Chirikov le héros. Je sais pas, c'est intéressant. Tu sais, la grande expédition de Nord peut-être aurait pu être le héros de la poésie épique comme un héros collectif, comme quand même c'était si on fait un poème national, c'est peut-être c'est pas tellement important qui est à la service de notre science. Je sais pas, mais justement. C'est le cas dans l'Élusiade, c'est-à-dire que le héros, il y a Vasco de Gama, mais le héros, c'est les Portugais en général. Oui. Un héros Oui, Vasco da Gama, heureusement, est portugais. Oui. Pour Vasco da Gama, si vous me permettez une digression, la seule fois quand moi je me suis rendue à Lisbonne, il y a très longtemps, moi j'y étais pendant quelques jours et j'ai beaucoup aimé Lisbonne, mais il y a un endroit où les tombeaux en fait de Camões et de Vasco da Gama sont presque en face l'un de l'autre. Et quand on était là-bas, on a vu toute une groupe des moriki, des marins russes. Matelots. Des matelots. Des marins qui devaient, donc comment dire, les matelots, qui devaient rendre honneur à Vasco da Gama, mais apparemment leur chef a confondu et il les a amenés chez Camões au lieu de Vasco da Gama. Il était à Camões comme ça, et donc je ne pense pas qu'il était en train de saluer la poésie épique portugaise. Donc la question de la poésie épique de ces héros reste ouverte, mais c'est très intéressant et c'est bien sûr un sujet à poursuivre. Et on sait, par exemple, aussi qu'au début du 19e siècle, il y avait ces débats sur hexamètres qui étaient vraiment les débats politiques. Marie Mayofis à Moscou a très bien écrit là-dessus. Voilà. Et après, c'était, oui, les traductions. De nouveau, bien sûr, tu as tout à fait raison qu'on traduisait, c'est pas la même chose et que quand même j'ai comparé le livre 5 dans l'une et dans l'autre traduction, c'est vraiment c'est différent. Quand Dmitriev a décidé de traduire l'Élusiade, je pense que le choix était tout à fait évident. Il a pris le texte plus récent, 10 ans auparavant, et puis là, commencé, était toujours tout à fait l'autorité en Russie. J'ai oublié de dire aussi que Dmitriev l'avait raccourci, la traduction de la harpe. C'était pas tout à fait un Oudar de la Motte qui a voulu faire 12 chants de 24 chants de l'Iliade, mais quand même il a raccourci et je pense qu'il a bien fait en fait, donc même si c'est en prose, mais il y avait vraiment des passages un peu que tout le monde jugeait un peu trop longs chez Camões. Il a traduit aussi la préface de la harpe et il a rajouté ses notes histoire géo à chaque chant. Il a rajouté à chaque chant un petit plan. Donc, ce qui n'était pas dans la traduction de la harpe. Donc, quand même, c'était une traduction, un travail assez, disons, actif de traducteur. Et la dernière question sur Brodsky et Djerdjavine. Sur cet envol qui fait très Lomonosovien, non? Oui, d'une part, Brodsky et Lomonosov, c'est un thème moins évident peut-être que Brodsky et Djerdjavine, quand Brodsky parlait plus de Djerdjavine, mais je pense que, troisièmement, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être les liaisons assez intéressantes et profondes, mais pour ce qui concerne l'envol, ce qui rend ce texte de Djerdjavine tout à fait un pivot, justement, je pense qu'ici, on sait que Djerdjavine, je ne veux pas utiliser le mot détruit, mais qu'il change, qu'il alterne. Oui, si on prend les trois, comme mon maître Mikhail Leonovich Gasparov disait qu'il faut toujours analyser les poèmes à 3 niveaux, niveau des images et des motifs, niveau de la langue, niveau de maître. Et donc, sur chaque étage de ce bâtiment de poèmes, Djerdjavine alterne un peu l'ode, soit le maître, soit le sujet, soit le langage. Et je pense que dans l'ode sur le retour de Zubov,
il retravaille, remanie précisément ce survol lomonosovien. Le survol qui date de Pindar lui-même, Pindar qu'on appelait toujours l'aigle thébain, l'envol qui était une partie intégrale de l'Ode en tant que genre, soaring. Oui, d'ailleurs, je ne pouvais pas trouver l'équivalent exact français de parigne. En anglais, c'est soaring. En russe, c'est адическое парение. Et ici, Державин, d'une manière assez exquise, il a pris ce procédé, cet envol vraiment lomonosovien, il l'avait utilisé pour regarder, pour faire un parcours, un survol d'une vie individuelle, pas moins vertigineuse que toute la tradition odique. Et je pense que c'est en fait c'est un mouvement assez subtil et important pour Brodsky, parce que c'est quand même, c'est pas justement, c'est un survol qui paraît être, comme Hasharam aurait dit, Imperial Sublime, mais qui se transfère en un destin humain, et vie humaine. Voilà. Ce qui n'exclut pas les rapports entre Lomonosov et Brodsky. Voilà. Merci. Il faut... il y a aussi, tu peux lire. Oui, alors, Renat Gabitov, merci pour cette étude. Dans le cas Brodsky, peut-on parler plutôt que de vision d'un exemple de catalogue dont parle Лимонов dans son livre des morts? Характерный прием Бродского – перечисление. Такое впечатление, что Бродский спешит закаталогизировать, отметить в огромную бухгалтерскую книгу все вещи мира. Он сам признавал свою зависимость от английской поэзии, называя своими учителями и средневекового Джона Дона. Oui, le catalogue, oui, aussi, ça fait partie de poétique de Lomonosov, et Pompiansky en a parlé beaucoup. Justement, que ce von bis, la formule allemande importée en Russie, et qu'on remplit ce von bis par des catalogues des images. Voilà. D'accord. Merci. Marina, une question. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. J'ai trouvé chez moi le livre de Былин. Donc, en fait, c'est juste par association à la poésie épique que je vois que les premiers recueils de Былин datent du début du 19e siècle. Donc, il y avait des chercheurs qui se sont intéressés, qui ont fait des expéditions. Donc, je n'ai pas étudié ce sujet malheureusement, mais est-ce qu'il y a une influence entre ces recueils? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une influence entre ces recueils qui apparaissent tout au long du 19e siècle, des chansons, de épos de Былин, et donc des inspirations déjà littéraires qui étaient retravaillées plus tard, y compris les inspirations de Tsvetaeva, même pour Sten Karazin et d'autres que je ne connais pas peut-être encore. Merci. Merci Marine. Ici, je ne veux pas faire semblant que je sais. Probablement, c'est intéressant de voir. Je ne sais pas s'il y a l'influence, mais bien sûr, c'est intéressant de voir comment, disons, peut-être on essaie d'aborder la tradition épique des côtés différents. Et bien sûr, les Belines, c'est aussi, oui, c'est les essais de faire ressurgir cette version de l'épique. Mais je vais en penser. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, pour la question précédente, la citation de Лимонов, c'est bien sûr, c'est Лимонов, называя своими учителями средневекового Джона Дона. Джон Дон был, как мы знаем, не вполне средневековый, так что Лимонов, как бы, он, конечно, про Бродского сказал, но... Окей, je pense que ça y est. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, encore non? Merci il y a la poésie, comment est-ce qu'on appelle ça? La poésie descriptive qui est venue concurrencer le souffle épique à partir du début du 19e siècle et qui finalement, comme
rend un tout petit peu comme vieilli la poésie épique. Par exemple, Babrov, c'est de la poésie descriptive plutôt. Torride, oui, mais bien sûr, Ouais, torride. mais didactique aussi. Mais tu vois, si on se lance maintenant dans l'histoire de la poésie descriptive, il faut parler de ce tournant de 1766 quand il y a l'Aucogne, oui, de King. Il faut renaître déjà dès Lille, c'est le renouvellement de cette tradition. Oui, mais je pense, Babrov, tu as raison, il faut en parler, bien sûr, ici, dans la même tradition, parce que c'est... et d'ailleurs, c'est aussi l'éloge géographique largement. Oui, on fait l'éloge de l'Empire, on fait l'éloge du souverain par paysage, à travers. Et surtout Taurine. Merci. Bon, merci à toi. Est-ce que, excusez-moi, on me fait signer des choses. Pardon, dans une seconde. Oui, on sait que tu es un grand directeur. Non, je ne suis pas un grand directeur, c'est pour ma famille, excusez-moi. C'est pour mon fils. Tu es aussi un grand directeur. Un grand directeur de famille, bon, excusez-moi, merci. Bon, alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires ou des réactions à ce très, très riche exposé, comme toujours d'ailleurs. Hein. Voilà. Et, merci. Non, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on t'écoute. Alors, donc, bon, écoutez, s'il n'y en a plus, peut-être qu'on va donc remercier Tatiana, encore une fois, tous, et donc te dire à bientôt. Voilà, tiens, c'est une bonne idée, effectivement. On peut redonner un petit coup d'applaudissements. Et puis, voilà. Et puis, donc, bonne journée, puisque nous sommes déjà le soir, mais toi, visiblement, c'est pas une... Солнце светит, но я вдруг, мне показалось, что у меня тоже вечер. Вот это удивительно. Ну да. Bon, потому что ты душой с нами. Несомненно. Вот. Bon, à très bientôt. Et donc, la prochaine séance, je crois que c'est la semaine prochaine, hein, avec nos collègues de Milan qui présenteront donc l'ouvrage sur la lecture et notamment donc, le premier volume hein, qui concerne le 18e et le 19e. Merci beaucoup à tout le monde. Très bonne soirée et à bientôt. Спасибо, Таня. Merci beaucoup. Спасибо, Таня. Пока. Доброго всем. До свидания. Все будет на сайте Сириуса скоро. Да. Все ты... Если, Татьяна, вы согласны, конечно же. Чтобы... ну да, кстати. Согласна. Я там мычала, ну, может быть, я бы посмотрела сначала. Хорошо, я пришлю. Мы сделаем кат. Давай, сделайте как можно больше. Чтобы просто убрать первые 15 минут. Мы сделаем монтаж а-ля Лев Кулешов. А-ля Лев Кулешов. Или Олег даже Дзиговерта. Даша, ты все записала, да? Что я все записала. Записала? Окей, очень хорошо. Ладно, спасибо. Счастливо, пока. До свидания.